L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78, épisode 241 ce soir. Mon invité est la députée de l'Essonne, Farida Amrani. L'hebdo politique. Farida Amrani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc députée de la première circonscription de l'Essonne, députée La France Insoumise, une circonscription qui comprend notamment la ville d'Évry-Courcouronnes, la préfecture, et Corbeil-Essonnes aussi. Vous avez 46 ans après vos études. En 2003, vous devenez agent de maîtrise dans une communauté d'agglomération essonnienne. Vous vous engagez ensuite à la CGT et en 2014, vous vous présentez au municipal à Évry, votre ville, et votre liste Front de Gauche obtient alors 4 sièges. Vous devenez alors donc conseillère municipale, candidate aux législatives. En 2017, vous êtes battue à 139 voix près par l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Un an après, c'est Francis Choix qui remporte l'élection face à vous au second tour, une nouvelle fois, lors d'une législative partielle. Finalement, la troisième tentative sera la bonne pour vous, puisqu'en 2022, vous êtes élu député lors des dernières élections législatives. Vous êtes donc membre aujourd'hui de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale et vous êtes très investi sur les questions liées au service public. Alors sur le dossier de la réforme des retraites, c'est un dossier qui continue de faire parler encore cette semaine. La Première ministre a reçu les oppositions, les syndicats. Le gouvernement veut se montrer ouvert au dialogue. Les mobilisations, elles, se poursuivent partout en France. Personne n'a l'air de vouloir lâcher finalement. Les élus de gauche dont vous faites partie ont appelé à plusieurs reprises au blocage du pays et au soulèvement de la jeunesse. Alors comment est-ce que vous avez vécu, vous, en tant que député, toutes ces dernières semaines de mobilisation ? Alors, merci beaucoup déjà pour votre question. Effectivement, en tant que député de la circonscription de l'Essonne et de la première circonscription de l'Essonne, et en tant qu'agent de service public, le service public me tient particulièrement à cœur parce que j'estime que le service public, en fait, c'est le cœur de notre République, les services publics. Et donc, du coup, la réforme des retraites, comment je l'ai vécue de l'intérieur quand la Première ministre dit on va discuter, on va essayer de proposer, de travailler en concertation, c'est super joli comme mot. Le discours est très sympa. Le dialogue social, c'est ce qu'ils veulent dialogue social, donc déjà dialogue mettre en social. avant. Quand on parle de dialogue social, c'est-à-dire déjà c'est avec les organisations syndicales, et il n'y a eu aucun dialogue social. Quand on arrive autour d'une table et qu'on dit c'est comme ça et pas autrement, pour moi ce n'est pas du dialogue social. Ils n'ont pris aucune proposition d'aucun syndicat, et alors que là, c'est un front syndical. C'est-à-dire que l'intersyndical au complet est contre cette réforme. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas dans cette réforme. Et au lieu de travailler effectivement main dans la main en se disant, voilà, on a des propositions, on peut travailler, il y a des amendements qu'on propose, etc., tout a été rejeté en bloc. Tout. Aucune concertation. Donc à un moment donné, quand on n'a pas la légitimité au Parlement, quand on n'a pas la légitimité avec les syndicats, quand on n'a pas la légitimité avec le peuple, puisque le peuple est dans la rue, c'est que la réforme qui est proposée telle qu'elle est proposée, pose problème. Vous êtes satisfait sur les chiffres des manifestations, sur la mobilisation ? La mobilisation, moi je pense que franchement, je pense qu'il y a un avant et un après. Qu'il y aura un avant et un après cette réforme. Et ce qu'a fait en fait ce gouvernement, c'est qu'il a simplement politisé la jeunesse. La jeunesse qui n'était un peu moins politisée qu'avant. Et en fait, cette réforme a fait émerger tout simplement des jeunes et des jeunes engagés qui vont être engagés plus qu'avant, plus qu'auparavant. Plus que la génération. Vous êtes rendu dans des facultés justement ? Oui, la faculté d'Évry, où c'est la première fois qu'un amphi est complètement blindé. C'est-à-dire qu'il était complet. Sur cette faculté, puisqu'il y a d'autres facultés je parle de historiquement. La faculté d'Évry, qui est habituellement une faculté plutôt gentille, plutôt cool. Plutôt peu politisée. Voilà, et il ne se passe jamais rien, entre guillemets, pas de blocage, etc. Et là, c'est la première fois que l'amphi est aussi plein, qu'il y a une assemblée générale où justement ils se posent des questions, et se posent des questions pour eux, mais aussi pour leur famille, pour leurs parents. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient, je me bats. Effectivement, moi j'ai besoin de rentrer après dans le monde du travail et donc du coup il faut que les places se libèrent quelque part. Mais au-delà de ça, je me bats aussi pour mes parents. Moi, ma mère, je ne la vois pas.
elle a un travail pénible, elle ne pourra pas tenir jusqu'à 64 ans. Elle aura déjà du mal à tenir jusqu'à 60 ans, entre guillemets 62 ans, mais 64 ans, c'est impossible parce qu'elle a déjà mal au dos, elle est déjà cassée de partout, elle a des arrêts maladie, des arrêts d'accident de travail, elle ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et le jeune me dit, je ne peux plus voir ma mère dans cet état-là. Et donc je me bats aussi pour elle, pour ces conditions. Quand vous écoutez ça, est-ce que vous n'avez pas des regrets sur la stratégie de la France insoumise qui a été, au départ, en tout cas pour la première lecture, de proposer des milliers d'amendements pour ne pas justement aller au vote, pour empêcher le vote. Finalement, ce vote, il n'était pas si évident que ça, en tout cas en deuxième lecture. Il aurait pu, le gouvernement n'a pas voulu prendre le risque tellement ça se jouait à peu de voix. Est-ce que finalement, ça n'a pas été une erreur stratégique de la part de la France insoumise ? Non, je ne pense pas que ce soit une erreur stratégique, loin de là. Moi, si c'est à faire, je le referai tel quel, parce qu'en fait, ça nous a permis justement, ce temps-là, ce délai, nous a permis de mettre en évidence en fait les mensonges du gouvernement. C'est-à-dire, on a posé les bonnes questions, on a travaillé, et tous les amendements qui étaient posés, c'est pas un amendement où on change une virgule, hein. Ces amendements qui étaient vraiment fondés. Donc on nous a demandé de trouver des financements, chose qu'on a fait. On a beaucoup travaillé sur les financements. Tout a été rejeté. Donc à un moment donné, on ne peut pas nous dire qu'on a fait de l'obstruction. Loin de là. On a essayé de trouver des solutions justement pour leur dire vous n'aurez pas besoin de passer votre retraite, votre réforme, parce qu'on va vous trouver des solutions de financement. Essayez de prendre en compte en tout cas ce qu'on vous propose. Ça n'a jamais été le cas. Ils n'ont jamais voulu en tenir compte. Et ça nous a permis en tout cas, de mettre en évidence, en fait, les mensonges sur les 1 200 € de pension, sur le temps d'annuité de travail, sur plein de choses. Et si on n'avait pas eu ce temps-là, si on n'avait pas, en fait, répliqué, notamment sur la condition des femmes, jamais ça ne serait sorti. Est-ce qu'après toute cette séquence, toutes ces tensions qu'on a... C'est ça qui a fait que, en fait, en deuxième lecture, finalement, ça a joué. C'est parce qu'en fait, on a mis en fait en évidence justement cette problématique et les mensonges. On ne l'aurait pas fait en première lecture. En seconde lecture, ça serait peut-être passé largement. Est-ce qu'après toute cette séquence politique sur les retraites, après toutes ces tensions politiques, ces invectives qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on va pouvoir finalement passer à autre chose ? Est-ce que sur les textes là que vous êtes en train d'étudier, est-ce que vous sentez qu'on passe à autre chose ? Honnêtement, c'est pas possible. Parce que même sur la proposition de loi qui est actuellement à l'Assemblée, qui est plutôt le bien vieillir, où effectivement, le gouvernement veulent tourner la page, c'est pas possible. On ne peut pas tourner la page parce qu'en fait, tout simplement, la population et les Français ne veulent pas tourner la page. Donc c'est soit nous, ce qu'on demande, c'est le retrait de cette réforme. Donc on ira jusqu'au bout. Et si nous, quand je dis nous, ça veut dire parce que vous le savez, on est un pied dedans, un pied dehors. On travaille avec... donc il y a les organisations syndicales et l'intersyndicale qui fera son travail, mais nous, en tant que parlementaires, on fera le nôtre. Et... la prise de responsabilité, on sait les prendre, nos responsabilités, on les prendra jusqu'au bout. D'ailleurs, sur l'aspect calendrier, proposer cette loi bien vieillir juste après la réforme des retraites. Vous avez compris. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, c'était pour tourner la page. Ils veulent absolument tourner la page. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que personne ne veut tourner la page. Personne ne veut tourner la page et la page ne se tournera pas comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que ça impacte, cette réforme va impacter les Français dans leur chair, dans leur corps. Donc on ne peut pas tourner, c'est impossible. Oui, on va utiliser la proposition de loi qui va arriver, bien vieillir, pour justement qui est vide, hein, entre vous et moi, vide de substance, vraiment. On va en reparler justement. Donc ces travaux parlementaires, eux, ils se poursuivent avec cette nouvelle loi, donc la proposition de loi du groupe Renaissance sur le bien vieillir. Alors donc plus de 2 millions de Français aujourd'hui ont plus de 85 ans. Ils seront plus de 5 millions en 2050. Il faut donc anticiper. Votre collègue insoumis, lui, François Ruffin, a qualifié cette proposition de loi de petite chose minuscule. Alors justement... Les mesures sur la table aujourd'hui ne vont pas assez loin pour vous ? En fait, elle est tellement vide, elle est vraiment vide, cette proposition, que la personne qui devait la prendre en charge dans la majorité, Madame Iborra, qui est députée, s'est retirée, n'a pas voulu, parce qu'elle s'est rendue compte que en fait, sa proposition de loi, celle qu'elle avait travaillé avec, dans le rapport Caroline Fiat et Iborra, en fait, il n'y avait plus rien. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'elle contient aujourd'hui, cette proposition de loi ? Aujourd'hui, vous imaginez, on parle, comme vous l'avez dit, de nos aînés. Donc, comment nos aînés peuvent-ils, en fait, bien vieillir et être autonome aussi sur l'autonomie. Et sur l'autonomie, il n'y a pas grand-chose sur l'autonomie. Si pour eux, l'autonomie, c'est donner une carte, en fait,
aux professionnels, une carte professionnelle aux aidants, etc., pour moi, ça n'apporte rien du tout, ça. Donner une carte. Si on ne donne pas les moyens, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette proposition de loi, il y a zéro budget derrière. Zéro budget. Comment on fait avec quoi? Les professionnels de ce secteur-là, il faut les former, il faut les recruter. Donc il faut ouvrir des postes. Tout et ça, puis, ce n'est pas pour que ce soit attractif, c'est pas un des secteurs qui est le plus Et attractif vous savez aujourd'hui très aussi. bien que c'est le secteur le plus difficile. Et puis avec cette réforme des retraites, parce que c'est un lien en fait. Nous, ce qu'on fait, on essaie de mettre le lien entre la réforme des retraites et le bien vieillir. Si on veut bien vieillir, encore faudrait-il bien travailler et partir à la retraite en bonne santé. Et en fait, ce que fait ce gouvernement aujourd'hui, c'est que les conditions de travail se dégradent et que de toute façon, nos aînés, ou même moi, on finira tous cassés parce que les conditions de travail sont pas adaptées et ne sont pas à la hauteur en fait des attentes des travailleuses et des travailleurs. Donc le principal problème sur cette question, vous le dites, c'est le budget aussi Il y a le budget, pour, il y a le budget, il n'y a rien. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on utilise ce qu'ils appellent le financement par les taxes de la cigarette. Très bien, mais c'est pas la totalité. Et c'est pas ça qui fera que on a un budget conséquent pour pouvoir avoir tous les moyens humains, financiers, pour que nos aînés aillent mieux. C'est pas vrai. En attendant, en tout cas, du budget, il y en a pour la loi de programmation militaire qui donc sera bientôt soumise à l'Assemblée nationale. Un budget historique donc pour la période 2024-2030, 413 milliards d'euros pour répondre aux nouvelles menaces qui s'accentuent donc ces dernières années entre la Russie, la Chine. Que pensez-vous de ce nouveau budget ? C'est la politique que veut mener le gouvernement, on le voit bien. C'est rien pour l'humain et tout pour les armes, quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle a été, ces dernières années, en fait, la problématique qu'on a eue en France? C'est bien la Covid. Donc c'est bien un problème de santé. Et en fait, ce n'est pas des problèmes d'armes ou de guerre qu'on a eu, c'est plutôt ça. Donc si il veut mettre autant de budget sur ce poste-là, c'est qu'il a besoin d'acheter ou de vendre, j'en sais rien. Moi, je ne comprends pas tout, en tout cas sur cette réforme, sur ce projet de loi. Je ne suis pas à la commission de défense, et on aura un point justement la semaine prochaine avec les chefs de file qui sont pour nous M. Lachaud, le député Lachaud. Et donc on aura vraiment l'angle politique qui nous sera dit. Je ne maîtrise pas en tout cas ces projets-là. Vous voyez, moi je suis pas. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que l'argent il y en a, et en fait ils ont fait le choix de l'utiliser pour autre chose et pas pour les Français. L'hebdo politique. Toujours avec Farida Amrani, députée de la première circonscription de l'Essonne et membre de la France Insoumise. Avec plusieurs élus, vous avez lancé Stop Galère, un collectif pour lutter contre la galère des transports en Île-de-France avec les problèmes de train à répétition que l'on connaît. Vous réclamez plusieurs mesures dans ce cadre, dans le cadre de ce collectif. D'abord, le gel du tarif du pass Navigo. Donc le forfait mensuel toute zone est passé à 84,10 € contre 75,20 € jusque-là. C'est aujourd'hui un contresens, selon vous, d'augmenter les tarifs des transports en commun dans une période où, justement, on veut plutôt inciter les gens à les prendre davantage? Alors, l'initiative Stop Galère a été faite par les conseillers régionaux de l'Île-de-France. Donc, effectivement, c'est la NUPES qui s'est fait à ce moment-là au conseil régional et qui a décidé, avec certains députés, de monter ce collectif Stop Galère. Pourquoi ce collectif Stop Galère? Il a été créé justement au moment où la région et Mme Pécresse avaient décidé d'augmenter le pass Navigo. Donc c'était à la fin de l'année 2022. Voilà, exactement. Augmenter le pass Navigo, pour moi, n'est pas un problème, entre guillemets. Si on augmente, on peut augmenter, c'est pas ça le souci. C'est-à-dire que moi, je veux bien payer pour quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne mieux. Je ne veux pas payer pour quelque chose qui ne fonctionne pas et qui fonctionne encore moins bien. Donc, ils ont pris cette décision-là, sauf que ça impacte énormément. C'est plus de 100 € pratiquement par an pour les personnes. Et dans les familles, il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas qu'un seul pass Navigo, il y en a 2 ou 3. Et donc, du coup, c'est autant de financement qu'il faut trouver pour ces transports.
Et on galère toujours autant. Pour autant, on galère. Sur le RERD, aujourd'hui, on voit bien. Moi, j'ai été ce matin, je l'ai pris encore ce matin, plusieurs trains supprimés. Alors justement, oui, vous êtes très investi à Évry, c'est le RERD qui dessert la ville. C'est la pire ligne qui existe, le RERD. Alors tout le monde dit qu'ils ont la pire ligne en tout cas, mais quels sont les retours de terrain justement que vous avez de la part des usagers? Est-ce que c'est quelque chose de finalement qui n'est plus possible, galère au quotidien? C'est la galère au quotidien et au-delà de ça, c'est pour trouver aussi un emploi. Ou des études, pour faire leurs études. Les jeunes ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils sont restreints à trouver quelque chose qui ne leur convient pas forcément. Beaucoup de jeunes vont en voiture à la faculté d'Évry-Courcouronnes. Ça, c'est ceux qui habitent dans le coin, parce qu'ils ne veulent pas forcément aller sur Paris, alors qu'ils pourraient aller sur Paris, sur des spécialités, etc. Ils se restreignent, en fait, pour pouvoir avoir des transports qui fonctionnent. Et donc, du coup, ils restent sur Évry sur Évry-Courcouronnes. Mais ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui sont obligés de continuer leurs études ou d'aller travailler ailleurs, et notamment sur Paris, cela galère. Et ça contribue à la dégradation de leurs conditions de travail. Et le temps de trajet n'est pas compté, en fait, dans le temps de travail. Et pour certains, c'est 1h30, 1h45 de trajet, quand tout va bien. Quand tout va bien. Ils ont fait le choix notamment sur la ligne du RERD, de mettre en place des ruptures de charge, ce qu'on appelle des ruptures de charge. Ça veut dire qu'en fait, on descend du train pour prendre un autre train qui va à Paris, alors qu'avant, il allait direct. Moi, je plaide avec beaucoup d'élus de ma circonscription pour la mise en place de la ligne S. Et on peut la faire, c'est-à-dire qu'avant, pour aller de Corbeil à Paris, à Gare de Lyon, on avait 40 minutes, 45 minutes max. Et il ne faisait pas tous les arrêts. Voilà, il ne faisait pas tous les arrêts. Et ça fonctionnait très bien. Donc nous, aujourd'hui, on milite, en tout cas, avec... Donc il y a quelques années, le service était meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Sauf qu'en fait, il va se dégrader. On sait qu'il va continuer à se dégrader. Parce que tout simplement, on construit des logements sur ce secteur-là. Donc automatiquement, les personnes les usagers vont augmenter. Donc le choix de la région... il faut qu'il soit plutôt de se dire il faut que j'améliore mes transports parce que je demande, parce que dans le cadre du STRIF, il est demandé notamment à l'Essonne d'augmenter en fait la capacité de logement. Donc si on augmente la capacité de logement, il va falloir aussi que les transports suivent. Justement, donc dans le cadre de ce collectif Stop Galère, vous réclamez également le retour immédiat donc de l'offre à 100% des transports. Les conditions de travail n'étant plus attractives, le secteur a des difficultés à recruter des chauffeurs, obligeant donc à réduire le nombre de trains ou de bus en circulation et en dégradant donc cette qualité de service public. Comment est-ce qu'on peut y remédier? Peut-être revenir au statut de fonctionnaire. Avant, ils étaient fonctionnaires et ça se passait plutôt bien. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont fait le choix de privatiser et de casser le statut. Et quand ce n'est plus attractif, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de former des jeunes. Peut-être que ces jeunes-là ne resteront même pas sur ils ne feront pas toute leur carrière, en tout cas. Ils ne feront pas toute leur carrière. Donc, il faut donner des perspectives en disant, voilà, vous avez la possibilité d'évoluer, d'une évolution de carrière, c'est important aussi, et surtout de travailler dans de bonnes conditions. Et on revient toujours, vous avez vu, toujours aux conditions de travail. Et ça, c'est ça que le gouvernement n'a pas compris. Tant que les conditions de travail ne sont pas améliorées et ne sont pas très bonnes, les gens ne veulent plus travailler comme ça. Depuis le Covid, on l'a vu, le changement de travail. En fait, depuis la Covid, ça a changé. Depuis la Covid, les gens veulent donner du sens à leur travail et ils veulent mieux travailler. Il y a eu un changement de mentalité. Complètement. Et ça, personne ne l'a vu arriver. Pour vous, la privatisation des transports en commun n'est pas une solution si le service public n'arrive pas à mettre en œuvre justement des conditions de travail attractives et non, bonnes? parce que pourquoi ne pas laisser sa chance justement au service privé? public, le service public, il n'est pas à but lucratif comme le privé. Le privé, il doit dégager du bénéfice et des marges. Sur quoi, à votre avis, il va le faire? Pas sur les trains. Pas sur les rails, mais sur quoi? Donc soit sur la qualité de transport, sur le personnel et sur le nombre de trains, de passages de trains.
Donc si on diminue le nombre de passages, Ça ne si on s- diminue le personnel, on fait des économies. Donc ça sera Et moins donc, du efficace coup, finalement, de toute façon, ça sera moins. selon vous. Bah, on l'a bien vu avec tout ce qui a été privatisé ne fonctionne pas ou fonctionne très mal. Et donc du coup, on fait marche arrière à chaque fois. On l'a vu avec EDF. Hein. Dans le même temps, donc, la majorité poursuit sa politique des zones à faible émission. En Île-de-France, les voitures critères 4 et 5 ne peuvent déjà plus circuler en semaine dans Paris et ses alentours. Et en juillet, ce sera au tour, normalement, des critères 3. Valérie Pécresse demande donc le report de 18 mois de cette mesure. Est-ce qu'en l'état actuel du service des transports dont on vient de parler, régional, les ZFE sont-elles adaptées? Bah, vous voyez bien que non, vous avez répondu à la question. Bien sûr que non. Aujourd'hui, qui peut s'acheter une voiture électrique? Et avec les problématiques qu'on a connues cet hiver d'approvisionnement électrique, qui? Et vu le montant. Et ceux qui travaillent en banlieue, ceux qui habitent en banlieue, c'est pas les plus riches. Donc ils n'ont pas forcément les moyens. Et même s'ils le voulaient, et même s'ils voulaient changer de voiture, vu qu'il y a d'autres postes de charges qui ont augmenté avec l'inflation, etc., ils ne peuvent pas. On voit bien qu'aujourd'hui, déjà, ils sont obligés de choisir soit de se nourrir, soit de payer leur loyer ou leurs charges. Donc on voit bien que ça ne peut pas tenir, en fait. Et on ne peut pas dire aux gens, vous avez acheté une voiture, vous avez galéré, vous l'avez pris à crédit sur 10 ans, et maintenant elle est déjà plus valable. Donc il va falloir reprendre un crédit plus cher, avec un véhicule qui coûte 2 fois ou 3 fois plus cher, pour justement aller travailler. C'est pas possible. Donc vous êtes pour le report de cette... Je suis pour et surtout, je suis pour que... la suppression des ZFE? Bah, pour l'écologie, c'est plutôt bien, sauf qu'il faut se donner les moyens. C'est soit les transports, on adapte les transports de façon correcte, c'est-à-dire on se dit, bah voilà, on se donne les moyens et on met tout sur les transports, on mise tout, on mise de l'argent. On a fait voter, dans le cadre du budget, 3 milliards d'euros pour les transports, balayés d'un coup de 49,3. Donc si on ne met pas les moyens financiers pour améliorer les conditions de transport, des transports publics, on ne pourra pas mettre en place leur système. C'est pas possible. Que pensez-vous aussi de la proposition du président du conseil départemental de l'Essonne qui souhaite donc pousser à la création de voies de bus express pour relier les villes de Grande Couronne au Grand Paris et au futur Paris Express? Bah déjà, sur quel foncier ils veulent faire? Parce qu'il faut quand même du foncier, donc je ne vois pas sur quel foncier. Sur l'autoroute, il y a Créer des voies voies spécialisées, spécifiques, ça dédiées. existe déjà. Hein. Ça existe déjà, notamment sur la A6. Ce qui Après- n'existe pas pour l'instant, c'est les lignes de bus. C'est lignes de bus. C'est des lignes de bus donc, qui, notamment, je pense, en Essonne, sur la N20 ou sur l'autoroute. Ah si, les lignes de bus existent, puisqu'il y a même le 151 qui va jusqu'à Porte d'Orléans. Enfin, ils veulent Voilà. développer, en tout Ils veulent cas, développer. beaucoup plus de... Et bah, comment de avec bus. quel argent? Moi, je veux bien. Au contraire, développer les lignes de bus, c'est plutôt bien. Mais avec quel argent? Dernière question, Farida Amrani, sur la question de la mobilité durable. Les Parisiens, la mairie de Paris, donc, va mettre fin aux trottinettes électriques. La décision a été actée par un référendum dans lequel donc, peu de Parisiens se sont déplacés. 7,45% ont voté. Alors pourtant, en Grande Couronne, ce mode de transport se déploie de plus en plus dans les Yvelines et dans l'Essonne. Dans votre circonscription, les villes comme Évry s'y mettent. Qu'est-ce que vous pensez de ce mode de transport, vous? On a toujours un train de retard, vous savez, en banlieue, par rapport à Paris, toujours. Donc la maire de Paris a décidé par référendum, mais en fait ça l'arrangeait, puisqu'elle aurait pu dire, bon, il n'y a pas assez, on peut... Ça, c'était un arrangement. Je pense qu'elle avait besoin de rendre ce référendum en disant, voilà, moi je consulte ma population, etc. C'est son choix. Je pense qu'il faut c'est un moyen de transport qui peut être intéressant, j'ai pas de souci là-dessus, mais quand il pleut, on le voit bien, ça fonctionne pas forcément, il faut des voies spécifiques aux trottinettes, sécurisées, et on peut pas aller très loin avec une trottinette. Et on le voit bien en banlieue. C'est pour les petits déplacements. Voilà, en banlieue, on a besoin d'aller loin. Et donc, c'est pas avec les trottinettes qu'on va régler le problème d'aller loin. Bien, merci beaucoup, Merci à vous. Farida Amrani, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes vous êtes la députée LFI de la première circonscription de l'Essonne.
L'hebdo politique c'est terminé, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre chaîne YouTube Radio Sensation et aussi sur TV78. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bonne soirée à tous. L'hebdo politique.